Cette conférence a pour objectif de fournir des informations, des idées créatives et des ressources en art-thérapie. Elle ne présente aucun avis thérapeutique et ne donne aucun conseil professionnel ou diagnostic en santé mentale. Alors bonjour et bienvenue au sommet d'art-thérapie francophone. Mon nom est Alice Albertini et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir comme invité Sandy Brichler de Belgique. Bonjour Sandy. Bonjour Alice, bonjour tout le monde. Bonjour et ça me fait plaisir que tu aies accepté mon invitation. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et puis on est aussi curieux de savoir un peu comment l'art-thérapie est arrivée dans ta vie. Oui, alors moi j'ai un parcours assez tortueux, pluridisciplinaire, multifacette, on va dire. À la base, je viens des arts plastiques, du milieu artistique, où j'ai fait beaucoup de recherches, aussi par rapport à moi-même. Donc en fait, on peut dire que quelque part, l'art a toujours été une forme de thérapie, entre guillemets, pour moi, ou d'accomplissement personnel. Et puis petit à petit, j'en suis venue au milieu de la transmission, de la pédagogie, jusqu'à devenir art-thérapeute, donc dans un désir de partager, de transmettre tout ce que j'ai traversé, en fait, moi-même, à travers les processus artistiques. Donc voilà. J'étais beaucoup dans les arts plastiques et puis ensuite dans le milieu de la performance et j'ai toujours été très active aussi donc dans le domaine de la transmission, dans l'idée d'accompagner d'autres personnes à réaliser le même mouvement, à se découvrir eux-mêmes à travers l'acte artistique. J'étais au Maroc il y a quelques mois et il y avait vraiment ce qui m'avait attiré mon attention, c'est que tu avais déjà travaillé au Maroc et Oui, partie des projets là-bas en art-thérapie. Donc ça, je trouve ça intéressant, ce regard et ces pratiques dans d'autres pays à aller partager les savoirs et tout ça. C'était ça qui avait vraiment attiré mon attention. oui. C'est vrai que j'ai habité dans plusieurs pays différents. Là, je suis en Belgique, mais avant, j'ai vécu effectivement au Maroc où j'ai beaucoup développé des projets autour de l'art-thérapie. Et encore avant, j'étais en Allemagne où je me suis formée moi-même. Donc là, ça remonte à une douzaine d'années. Donc voilà, c'est vrai que je suis française d'origine, mais j'ai quitté la France il y a une vingtaine d'années maintenant, il y a vraiment longtemps. Et depuis, j'ai habité dans des pays différents. Et pour moi, l'art-thérapie, c'est aussi quelque chose d'interconnexion, d'interculturel. Il y a plein de ponts à créer tout le temps. Donc c'est vrai que mon aventure au Maroc a été très décisive dans mon parcours. Voilà. Et puis ensuite, j'ai importé tout ça en Belgique où je suis depuis 4 ans et ça continue, quoi. Alors, on va commencer. Voilà, donc transmutation de la matière pour une approche alchimique de l'art-thérapie. Alors, juste avant de commencer, je voudrais dire que ça ne va pas être une conférence sur l'alchimie. L'alchimie est un domaine tellement vaste. Je ne prétends, j'ai certainement pas la prétention de le connaître en entier. Je ne me vois pas non plus comme une alchimiste parce que je pense que c'est un parcours immense et que c'est quelque chose qui me fascine totalement, mais que c'est pas, voilà, ça va pas être explicitement sur le domaine de l'alchimie, mais par contre, je vais faire de mon mieux pour essayer de mettre en exergue les liens que moi je perçois entre tout ce qu'on voit comme alchimie et puis ce qu'on vit dans des processus art thérapeutiques et dans le domaine de l'art-thérapie. Je pense qu'il y a énormément de liens entre ces deux mondes. Et c'est un petit peu sur ça donc, que je voudrais axer la conférence. Alors déjà, bon, il y a une structure de la conférence, mais ça sera plus dans le PDF. Donc, on va parler en gros de l'art-thérapie comme un art de la matière, et je vais vous expliquer pourquoi plus précisément. En deuxième partie, on va parler des étapes de l'œuvre alchimique qui, pour moi, sont clairement une allégorie du processus art thérapeutique. Donc, on va revenir sur ça. Et puis, en troisième partie, de manière plus concrète, je vais essayer de vous expliquer comment, en fait, la matière peut nous guider, comment c'est possible. En quoi la matière peut vraiment nous guider dans notre processus de transformation? Comment on peut vraiment se transformer par la matière? Et là, j'ai vraiment essayé de réfléchir pour vous donner des clés concrètes, pratiques, en tous les cas, des pistes de réflexion sur ces questions-là. Voilà. Alors, déjà, une petite introduction. Je voulais juste mettre en exergue les liens entre les domaines art, thérapie et alchimie, qui sont toutes les trois des transformations personnelles dans la matière, hein, chacune à leur façon, mais aussi bien dans le domaine de l'art que dans le domaine de la thérapie que dans le domaine alchimique, on se transforme personnellement dans son fort intérieur par la matière.
Donc, voilà, c'est juste quelques petites définitions qui vous montrent déjà des liens entre ces trois domaines. Alors, il y a une définition de l'art-thérapie de Jean-Pierre Klein, hein, qui est un grand pionnier en France, qui nous dit « L'art-thérapie, c'est la nécessité de la matière pour traiter de soi en y mêlant son souffle créateur pour se redonner vie. » Donc voilà, cette nécessité de la matière pour traiter de soi, à mon avis, elle est tout à fait centrale dans le travail art thérapeutique. C'est vraiment, l'art-thérapie est tout entière consacrée à la matière. C'est son pouvoir, son médium, son outil premier. Donc ça, c'est une définition de l'art-thérapie qui me parle beaucoup, comme on peut le voir sur cette image, qui est justement, Alice, tu parlais du Maroc, c'est justement un projet que j'ai réalisé au Maroc avec une fondation, où les personnes ont fait une immense fresque collective dans la matière, et puis qui sont vraiment rentrées dans la matière, que tout s'est désagrégé et que c'est devenu autre chose, et que voilà, c'était très, très ludique aussi, et c'était très, très fort dans le lien entre papier et peinture. Donc plus une fresque collective un peu performative. Donc voilà, qui illustre déjà bien la phrase de Jean-Pierre Klein. Forcément, de voir l'art-thérapie comme une nécessité de la matière nous oblige, enfin présuppose en tous les cas un lien symbolique entre matière et psyché. S'il n'y avait pas ce lien, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ça renvoie également au lien, ou plutôt aux interférences entre le niveau réel et le niveau symbolique. D'accord? Donc ça, c'est la base, c'est un présupposé de base. Il y a un lien entre ce qui se passe dans la matière et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et il y a forcément un lien entre le niveau réel de nos vies et puis le niveau symbolique de ce qui se passe dans les images. Tout ça, c'est relié, il y a des interférences en permanence, puisque c'est comme ça que les choses agissent. Donc là, vous voyez une autre petite série d'images qui vous donne déjà une petite impression de l'art-matière, voilà, des approches de la créativité dans des processus de matière, comme on peut le voir dans cette série-là. Donc, comme vous le savez tous, l'art-thérapie n'est pas orientée sur un résultat esthétique, mais sur un processus. Donc, on va y venir juste après. L'idée du processus étant très liée à l'idée de la matière, puisque qui dit processus dit transformation, qui dit transformation dit à l'œuvre dans la matière. Donc, on n'est pas du tout axé sur un résultat forcément esthétique, mais par contre, on est axé sur un chemin qui nous y mène. Donc voilà. Alors, avant de rentrer dans l'idée de processus, juste pour continuer un peu les petites définitions au départ pour placer le cadre, on a vu qu'est-ce que l'art-thérapie, voilà, une définition qui nous parle bien, c'est une nécessité de la matière pour traiter de soi. Et en face de ça, qu'est-ce que l'alchimie? Alors l'alchimie, comme j'ai dit, c'est un domaine très vaste. On va pas plonger vraiment au cœur de ce domaine-là aujourd'hui. Par contre, pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler d'alchimie, il y a quelques phrases qui sont importantes à retenir. L'alchimie est avant tout l'art de la transmutation en soi. L'alchimie permet l'union du matériel et du spirituel. Et c'est une série d'expériences au cours desquelles l'alchimiste éprouve lui-même dans la matière des correspondances avec sa propre transmutation intérieure. Donc ça, c'est trois phrases qui sont des phrases clés dans l'alchimie. Pour revenir à la base, c'est une science occulte, hein, l'art d'Hermès, qui est un dieu grec. Ensuite, dans l'alchimie égyptienne, ça a été le dieu Thoth. En tous les cas, depuis dans de nombreuses cultures et communes à beaucoup de traditions, l'alchimie est vraiment un art ancestral depuis les temps les plus anciens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une technique, c'est pas une mystique, c'est pas une philosophie, c'est vraiment en fait une série d'expériences qui visent la transformation de la matière pour une élévation spirituelle de la personne qui expérimente. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que depuis toujours, l'alchimie a présenté ces deux aspects. D'une part, il y a une œuvre pratique qui se passe dans le laboratoire, hein, donc le laboratoire de l'alchimiste, où il travaille avec les matières premières. Et puis, d'autre part, il y a un processus psychologique qui a lieu en parallèle à l'œuvre pratique. Donc, ce processus psychologique est d'une part conscient et d'une part inconsciente. Et il est projeté et perçu dans les processus de transformation de la matière. Donc, il y a vraiment ces deux parts dans ce qu'on appelle l'œuvre alchimique. Donc, je dis ça maintenant parce que vous allez vraiment pouvoir faire des liens avec ce qu'on va dire ensuite du processus art thérapeutique et de son rapport à la matière. Alors, passons à la première partie donc, de cet exposé. Première partie, l'art-thérapie, un art de la matière.
Alors, revenons au processus créateur dont je vous ai parlé au début. C'est important de parler un petit peu qu'est-ce que c'est que ce processus, puisque c'est vraiment ça qui nous fait comprendre que l'art-thérapie est un art de la matière, et non pas, comme j'ai dit, d'un résultat à produire. Donc, c'est d'abord une aventure dans la matière grâce au processus créateur. Alors, le processus créateur, c'est un processus, comme j'ai dit, de transformation. La matière est révélatrice, en fait, de cette transformation à travers le processus. Un processus de transformation ne finit jamais, il est illimité. On peut marquer des pauses, mais en fait, on est en métamorphose permanente à l'image du vivant. Et donc, c'est en ça que ce processus créateur, quelque part, est une métaphore de nos vies. Hein. Il y a vraiment quelque chose en évolution permanente qui est vivant et qui se transforme avec la matière. Donc, que l'art-thérapie soit axée sur le processus, déjà, ça parle beaucoup de ce rapport-là à la matière. Alors, autre chose de très important, pourquoi l'art-thérapie est un art de la matière? Eh bien, c'est parce qu'en art-thérapie, comme vous n'êtes pas sans l'ignorer par rapport aux autres formes de psychothérapie, je ne parle pas des thérapies créatives, je parle vraiment des psychothérapies ou d'autres approches thérapeutiques, le propre de l'art-thérapie étant d'être dans le non-verbal. Hein, donc, ça veut dire qu'en étant dans le non-verbal, on est dans un niveau donc symbolique. On a un langage symbolique. Et ça, c'est très important. Je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans ce sujet-là avec vous pour bien comprendre à quel point la matière a tout son sens. Alors, la puissance du non-verbal et le langage symbolique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le langage, le verbe, il sépare, il crée des catégories et il y a quelque chose qui va scinder. Dès qu'on utilise le langage et les mots, on est... c'est comme si le fait de dire étrangement sépare. Alors que tout le processus non-verbaux qui utilise le symbole et le symbolique vont au contraire réunifier. D'accord? Donc ça, c'est une idée déjà à mettre de côté, à méditer, et qui est très importante si on veut vraiment comprendre ce qui se passe dans le non-verbal. Le langage est limité. Le langage nous amène dans une vision dualiste des choses. Et finalement, ça peut très souvent mener à des non-sens ou à des phénomènes même qui sont paradoxaux, qu'on n'arrive plus à intégrer dans notre inconscient, avec le corps, etc. Parce qu'ils sont traduits par les mots et que les mots ne permettent pas à certaines choses de pouvoir se réunifier. Les mots catégorisent. Donc, cette nécessité d'une approche... Oui. Sandy, oui, Ouais. en fait, j'avais juste envie ce que tu dis, c'est vraiment fondamental, en fait, dans l'espace de l'art-thérapie. Moi, ce que j'observe, c'est vraiment que quand on arrête de parler, il y a vraiment un autre langage qui émerge de la matière et de l'action créative qui, je l'avais jamais vu sous l'angle que ça réunifie, mais effectivement, c'est comme si ça ouvre une porte là où les mots les fermaient ou les étiquetaient. Parce qu'avec les mots, on nomme et on garde quelque chose d'un peu catégorique ou une définition, alors que quand il y a le non-verbal de la création visuelle ou la matière, comme ton sujet, ben, il y a plus des portes qui s'ouvrent. Donc, je voulais juste ajouter qu'effectivement, dans les arts-thérapies visuelles où on crée quelque chose visuellement, il y a un autre langage qui ouvre les choses. Tout à fait. Absolument. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre ça, parce qu'en fait, c'est ça notre lien à la matière, hein, d'être dans ce non-verbal. Au-delà du fait de sortir des mots, effectivement, on le verra aussi plus tard quand on va approfondir la notion de symbole, il y a quelque chose d'extrêmement réunificateur qui n'est possible que grâce au non-verbal. Donc ça, c'est vraiment important déjà de comprendre cette puissance du non-verbal et ce niveau symbolique dans lequel se trouve l'art-thérapie. Alors, je voudrais juste faire un petit aparté ça nous amène à dissocier deux modes de pensée, en fait, deux raisonnements. Qu'on appelle soit la pensée linéaire, logique, rationnelle, analytique, ou bien la pensée ou le mode de raisonnement qu'on appelle au contraire analogique, et plus communément un mode de pensée qu'on appelle aussi en arborescence. D'accord? Et ça, c'est important de bien comprendre ces deux modes de pensée.
Parce qu'on est complètement dans notre système, dans notre manière de fonctionner et ce que la société attend de nous, c'est clair qu'on est dans un mode de pensée linéaire. On se doit d'être rationnel, logique. Le mode de pensée analytique dans nos sociétés actuelles et dans notre système scolaire, éducatif, professionnel, tout ce qu'on veut, est extrêmement survalorisé, au détriment d'une approche beaucoup plus sensible de la réalité. Justement, le niveau symbolique n'est pas du tout mis en avant. Notre système met l'accent sur un seul mode de pensée, celui de l'analyse, de la logique, du rendement, de l'efficacité, de la rapidité d'exécution, etc., etc. Et en fait, on ne valorise pas du tout la pensée analogique, qui est bien sûr la pensée créative, qui fonctionne en arborescence, qui fonctionne selon un mode de raisonnement qui est en arborescence, comme on le voit ici sur le côté droit du schéma. Alors, c'est très important de comprendre ça, parce qu'il y a vraiment un lien entre cette histoire de verbal et de non-verbal. Donc, la pensée linéaire, rationnelle, logique, le rapport entre les choses se fait de cause à effet. Hein, c'est pour ça que c'est logique. Le verbal a toute sa place, le mental aussi d'ailleurs. Alors que sur un mode de pensée analogique avec une forme de résonance en arborescence, regardez le dessin, c'est vraiment ça, eh bien, les rapports entre les choses se font par résonance, j'ai envie de dire. Et c'est un mot très, très juste, se fait par résonance, en faisant vibrer plusieurs niveaux de réalité. Et par effet de résonance, il y a des liens qui se font. Et c'est une toute autre logique, en fait. C'est une toute autre manière de raisonner. Et là, on est dans des choses non verbales. Là, on est dans des langages symboliques. C'est comme ça que fonctionne notre inconscient. C'est comme ça que fonctionne le langage de nos rêves, etc. Et c'est évidemment le fond de la pensée créative. Donc ça, déjà, c'est bien important de comprendre ces deux modes de raisonnement et de fonctionnement par rapport à tout ce qui est verbal et non verbal, et de savoir que cette approche analogique de la pensée, de notre manière de réfléchir, cette approche créative, cette approche non verbale, en fait, n'est pas du tout développée, n'est pas du tout, dans nos sociétés actuelles, n'est pas du tout mise en avant. Et les personnes qui viennent en art-thérapie, elles ont besoin de se reconnecter à ça, parce qu'elles sont arrivées aux limites du langage, elles sont arrivées aux limites de ce qu'elles peuvent comprendre par le verbal, et elles cherchent d'autres solutions, des solutions qui viennent réintégrer, qui viennent les retrouver dans leur globalité, dans quelque chose de beaucoup plus profond, dans vraiment ce qu'on va appeler l'unité originelle. Et pour ça, il faut reconnecter au langage non verbal, symbolique, à la pensée analogique, à la pensée créative, c'est-à-dire à l'arborescence, à des raisonnements qui se font plus par résonance, par liens analogiques qui ne sont pas du domaine du rationnel et du logique. Donc ça, c'est super important, parce qu'on l'a oublié, vu qu'on ne va pas du tout... on ne va pas du tout faire appel à ça dans nos modes de fonctionnement normal, et encore moins dans la société actuelle, avec ce qu'elle nous demande, dans le monde professionnel, dans le monde scolaire. C'est une catastrophe, hein, par rapport à la pensée créative. Alors, venons-en à l'idée du symbole, parce que le symbole a un rôle clé dans cette histoire de non-verbal, de pensée analogique, de pensée de mode de raisonnement, de langage symbolique, en fait. Le symbole a un rôle tout à fait central. C'est intéressant d'approfondir un petit peu tout ça, puisque le langage symbolique se fait évidemment par le symbole. Donc le symbole n'est pas du langage rationnel, logique, ce ne sont pas des mots. C'est beaucoup plus ambivalent que le mot. Et c'est justement la force du symbole, c'est son ambivalence, justement. Alors, le symbole, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en soi, dans l'essence du symbole, il y a une fonction qui est réunificatrice. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu mieux pourquoi. En soi, le symbole a une fonction de substitution. Déjà, le symbole remplace ce qui est absent. Et surtout, le symbole est réunificateur de par son ambivalence. Comme il n'est pas limité dans le carcan des mots et du langage, eh bien, il y a une ambivalence. Ça peut être une chose et son contraire. Ça peut être, le symbole se prête à beaucoup d'interprétations. Donc, il y a une ambivalence qui va, de par là même, pouvoir être réunificatrice à l'intérieur de la personne, selon les choses qu'elle a à travailler. Donc, le langage symbolique nous permet de dépasser la dualité. Alors, faites aussi le lien entre le côté verbal, le langage limite, le langage sépare, vision dualiste. Et puis le côté non-verbal, langage symbolique, réunification par le symbole. Et du coup, c'est une vision réunifiée, en fait. On sort du mode dualiste. Ça, c'est très important pour comprendre le rôle de la matière. D'accord ? Il y a vraiment une reconnexion à une unité originelle.
Donc voilà, donc cette reconnexion avec le symbole et le niveau symbolique a une fonction réunificatrice. Donc ça, c'est vraiment aussi une piste de réflexion à méditer. Et en parlant le langage de l'inconscient, bah forcément, le symbole nous reconnecte à cette unité originelle, à ce grand tout, à ce savoir absolu. Et c'est là où des choses peuvent se reconnecter. C'est là où on parle de potentiel de guérison. Donc, c'est important déjà de comprendre qu'il faut déjà sortir du verbal pour ça. Il faut rentrer dans l'univers symbolique, dans un mode de pensée en arborescence. Il faut abandonner toute idée de rationalité, de logique. Donc, le mental, il faut le mettre un peu de côté pour rentrer réellement dans des processus de matière qui vont pouvoir nous amener vers une transformation. D'accord ? Voilà, donc là, c'est un petit exemple, encore le Maroc, d'un grand projet, un magnifique projet grâce à tous les enfants de l'orphelinat Akari à Rabat, au Maroc. Il y a quelques années de ça, bientôt 10 ans déjà. On a fait un grand projet justement sur le symbole, sur l'écriture imaginaire et sur des rouleaux d'écriture que chaque enfant a produit pour lui-même, en racontant toutes les histoires de sa vie, tout ce qui lui a manqué, il racontait, voilà, c'était un peu son journal secret qui se faisait à travers des symboles et une écriture qu'il inventait lui-même et qu'il a mis à plat sur des rouleaux d'écriture. Donc, il y avait un côté un peu sacré, sacralisé comme ça, et que finalement, on a fini par exposer tous ces rouleaux d'écriture de chaque enfant de cet orphelinat à l'Institut français et que ça a été un événement médiatique énorme qui a eu beaucoup d'impact au Maroc et avec les enfants et bien sûr en moi-même. Et là, c'est une petite image sur ce projet-là, puisqu'on est en train de parler du symbole et de la réunification et du côté art thérapeutique, évidemment, de ce projet-là avec tous ces orphelins. Donc voilà, je trouvais que c'était une belle image pour illustrer ce qu'on vient de dire. Alors, pour revenir à cette histoire de symbole comme rôle réunificateur, la réunification qui peut avoir lieu à travers le symbole, c'est intéressant de voir que et l'art, et la thérapie, et l'alchimie utilisent des symboles, utilisent chacun sa façon, un mode symbolique, un langage symbolique pour dans ce qu'elles font. Alors, dans l'art, évidemment, le rôle de l'art, c'est quelque part de réconcilier l'humain avec lui-même. Sa force, c'est vraiment de sortir des cadres et des normes, sinon ça ne serait pas de l'art. L'art est hors norme par essence. L'art veut dépasser les frontières, d'accord ? Je vous parle du vrai art, je ne vous parle pas des décorateurs, bien sûr. Je vous parle des vrais processus artistiques. Qu'est-ce que l'art, dans sa profondeur, vient nous dire, vient faire dans nos vies ? Eh bien, c'est un langage non verbal aussi, qui nous invite également à dépasser la dualité et dont le rôle est de réunifier quelque part, puisque l'art réunit. L'art se dévoue à tous. Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés par l'art brut, il y a beaucoup d'idées en commun avec ce que je suis en train de dire maintenant. J'ai bien envie de vous répéter cette phrase de Jean Dubuffet de l'art brut qui nous dit « L'art ne vient jamais coucher dans les lits qu'on a fait pour lui. Aussitôt qu'on prononce son nom, donc aussitôt qu'on est dans le verbal et qu'on va prononcer son nom, il s'enfuit. » Donc, ça parle bien de dans quel essence il y a dans l'art et que l'art est au-delà des mots, que dès qu'on prononce son nom, il n'existe plus quasiment. Donc l'art a cette fonction aussi réunificatrice parce qu'il y a ce non-verbal, parce qu'il y a cette puissance du symbolique. Voilà, donc l'art en lui-même ne cherche pas à aider, d'accord ? C'est pas parce qu'on est dans de l'art qu'on est forcément dans de l'art-thérapie, mais en tout cas, l'art intègre, réunifie et réconcilie l'humain avec lui-même. Le but de l'art est de révéler et de réunifier. Donc ça, c'est les idées phares qu'il faut retenir. Maintenant, passons à la thérapie. Alors, pourquoi on parle de réconciliation avec la thérapie ? Évidemment, la psychothérapie vise quand même de réconcilier l'être avec lui-même et de l'aider à réconcilier des parties peut-être opposées en lui ou bien des aspects différents de sa psyché, comme l'âme et son ombre, comme sa lumière et son obscurité, comme son conscient et son inconscient, sa partie masculine, féminine, etc. Il y a quand même toute une histoire de réconciliation à travers un travail thérapeutique. L'idée, c'est que la personne se retrouve dans toutes ses dimensions, dans une totalité, dans une intégrité qu'elle n'avait pas avant. Ça fait aussi partie de tout travail, à mon avis, psychothérapeutique. Et évidemment, il y a l'idée d'une transmutation de la souffrance dans quelque chose qui soit intérieurement plus paisible. C'est quand même l'essence de la thérapie. Donc là, on voit que cette idée de réunification est aussi présente. Et enfin, dans l'alchimie,
ben, l'alchimie se résume aussi à travailler en fait sur ce principe unique qui sous-tend l'univers. Les alchimistes recherchent tout le temps à revenir à cette unicité qui sous-tend toute chose dans l'univers, selon eux. Et donc, le principe d'unité est central dans l'alchimie. D'accord? C'est vraiment une reconnexion à l'unité originelle. Donc, on voit que ces 3 pratiques, à nouveau, hein, art, thérapie, alchimie, il y a vraiment un fil conducteur quand on parle de langage symbolique et de réunification, de retour à l'unité originelle. Donc, c'est intéressant de tisser ces liens et de faire ces ponts. Voilà, on parle de réunification avec soi, on parle de réunification avec le centre. Dans tout processus créateur et art thérapeutique, on est dans des processus symboliques de réunification grâce aux symboles. Alors, les symboles en art-thérapie étant, bien sûr, tout ce qui va se passer dans l'image, mais pas que. En fait, nos symboles en art-thérapie, selon moi, c'est aussi tous nos médiums, par exemple, les outils qu'on va utiliser, les couleurs, les formes, les dynamiques dans les images, c'est évidemment les images en elles-mêmes, mais on est dans un langage symbolique. Du moment que ça n'est pas verbal, c'est symbolique. D'accord? Donc, ce n'est pas seulement des symboles spécifiques dans l'image, c'est vraiment un ensemble de choses qui font partie du processus créateur. Et puis, entre art, thérapie et alchimie, bah, il y a forcément un objectif comme un, hein, puisqu'on est dans la réunification. Donc, grâce aux symboles et au langage symbolique, l'idée, c'est de retrouver l'unité, le soi, le centre, la voie du milieu, comme disent les alchimistes, l'alignement, la rectification qui laisse passer la lumière. Voilà une phrase typiquement alchimiste, mais en fait, ça nous parle dans la thérapie, ça nous parle dans l'art aussi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un objectif commun entre ces 3 pratiques. Donc voilà un processus de matière, de réunification, de mélange, de langage symbolique, par exemple. Alors, passons à la deuxième partie. La deuxième partie de cet exposé concerne un petit peu plus les étapes de l'œuvre alchimique en relation avec le processus art thérapeutique. Alors, l'œuvre alchimique, le grand œuvre, se résume en 3 œuvres, qui sont l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. Je vais essayer de vous résumer un tout petit peu de quoi il s'agit et surtout de faire des liens et des ponts avec l'art-thérapie. Ces 3 œuvres, en fait, de l'œuvre alchimique sont vraiment, pour moi, une allégorie du processus art thérapeutique. C'est vraiment ça. Alors, déjà, l'alchimie commence par une matière, un vase, un feu. Hein. Pour revenir vite fait aux définitions de l'alchimie, je voulais quand même vous dire que, voilà, je vous rappelais que c'est cet art de la transmutation, l'union du matériel et du spirituel, mais bien ancré dans la matière. Donc, il y a une connexion qui se fait avec le spirituel, mais qui part de la matière. C'est important à comprendre. Pour les alchimistes, l'artiste est d'abord celui qui vient transformer son âme dans la matière. D'accord? Donc, voilà, donc une matière, un vase, un feu. À partir de là, un processus de transformation est possible en alchimie. Eh bien, en art-thérapie, c'est un peu la même chose, en fait. En art-thérapie, la matière va être notre psychisme, évidemment. Notre matière première, c'est de quoi on part, qui on est aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai à travailler. L'état premier de notre mental, on pourrait aussi l'appeler comme ça. Donc, cette matière première peut être bien sûr des désirs, des frustrations, des conflits, enfin voilà, hein, l'état du moment, du mental, en sachant que le mental résulte, enfin cet état mental résulte toujours d'un processus d'adaptation permanent devant les normes sociales, devant les challenges qui nous sont imposés, etc. Donc déjà, il s'agit de prendre conscience de ces schémas mentaux. Hein, donc ça va être la matière première de tout travail de transformation art thérapeutique. Et puis ensuite, un vase. Un vase, c'est un creuset. Un creuset, c'est un réceptacle. Évidemment, pour qu'il y ait transformation, il faut qu'il y ait un contenant. Alors, en alchimie, c'est évidemment le fameux creuset. Eh bien, en art-thérapie, je dirais que le creuset, c'est en fait l'espace du corps de celui qui va expérimenter, de la personne, ou bien l'espace de l'image. Ce qui est par analogie, par projection, qui peut être parfois la même chose. En tous les cas, ce réceptacle est indispensable pour que des opérations de transformation puissent avoir lieu. D'accord? Donc vraiment, le corps ou l'espace de l'image, c'est par là que tout commence. La matière première de l'état actuel du mental et du psychisme de la personne, de la psyché de la personne.
Le réceptacle, donc ce creuset, va assurer par sa solidité, il va assurer la sécurité des changements d'état que cette matière première va subir. Donc il est très important, l'idée de contenant est très important. D'accord. On peut voir aussi d'ailleurs, ça me vient maintenant, mais pourquoi pas, le cadre thérapeutique est aussi un contenant, évidemment, en séance d'art-thérapie. Donc on peut voir tout ça comme une sorte de vase, de creuset, dans lesquels il va se passer des transformations. Et c'est important de savoir aussi que la fameuse pierre philosophale recherchée par les alchimistes, on va le traduire ici par des moments en fait de sublimation, en fait le résultat d'un processus qui nous amène à comprendre des choses, à avancer avec nous-mêmes, à avoir des prises de conscience, des révélations même parfois, eh bien que elle ne se fait pas seulement dans ce vase, dans ce creuset, elle se fait aussi à l'intérieur de la personne qui expérimente. Mais ça, on va y revenir plus tard. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a un rapport en permanence entre ce qui se passe dans ce contenant et ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et puis, on parle d'un feu. Hein, donc, il faut un vase, une matière, un vase, un feu. Évidemment, le feu en processus art thérapeutique étant le feu de l'expérience, étant la traversée du processus, la traversée du miroir, en fait. C'est vraiment rentrer dans la matière, dans un processus thérapeutique et créatif, c'est passer par le feu de l'expérience, quelque part. Donc voilà déjà des liens entre la matière, le vase et le feu, le lien entre le processus alchimique et le processus art thérapeutique. Alors, passons à la première œuvre alchimique qui est l'œuvre au noir. Alors vraiment, en quelques mots, très succinct, parce que comme j'ai dit au début, c'est très très vaste, l'univers de l'alchimie, c'est absolument passionnant, très vaste. Mais là, l'idée, c'est de vous faire comprendre les mots, des mots-clés, des choses qui vous permettent de mettre directement en relation ces notions alchimiques avec le processus art thérapeutique. Alors, la première œuvre s'appelle l'œuvre au noir. L'œuvre au noir, pour l'alchimiste, c'est une phase en fait de dissolution, de décomposition, de retour en soi-même, mais vraiment dans ce qu'ils appellent nos caves intérieures, nos mines intérieures. Et il y a une image qui est très symbolique de l'œuvre au noir, c'est aller extraire la matière de la mine. C'est vraiment la définition de cette première œuvre alchimique. D'accord? Donc, on parle vraiment de dissolution, de déconstruction, d'aller chercher, d'aller extraire la matière de la mine, donc de la mine sous terre qui est noire, d'aller chercher vraiment cette noirceur. C'est l'œuvre au noir, ça peut durer chez les alchimistes très longtemps. C'était d'ailleurs l'objectif de du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Hein. Ils partaient, c'était l'œuvre noire, en fait, ils partaient chercher leur matière première à l'issue de ce pèlerinage. Donc c'était vraiment, une œuvre qui nous amène vers un travail sur soi profond, qui parfois n'est pas drôle du tout. C'est un peu le propre de l'œuvre noire. Ça peut être très dur parce qu'on va aller chercher toutes ces matières-là et puis on est dans un processus en fait de dissolution. Alors, l'idée de l'œuvre noire, plus adaptée, on va dire, à un processus art thérapeutique, c'est que l'œuvre noire est une phase de déconstruction de quoi? De toutes ces anciennes croyances, de toutes nos croyances limitantes, de tous nos conditionnements qui nous bloquent, qui nous empêchent de retrouver nos pouvoirs créateurs. Des constructions de nos jugements qui sont plus du tout nécessaires aujourd'hui, des constructions de tout ce qui nous entrave en fait. Hein. C'est aller rechercher ça, rechercher la raison de tout ça pour le dissoudre, pour le déconstruire. Donc ça, c'est vraiment... l'œuvre noire est un travail ardu. Tout le monde n'est pas prêt à un tel effort. C'est bien pour ça que tout le monde ne se lance pas forcément dans un processus de transformation, dans un processus thérapeutique, ni même dans un processus créatif, parce que ça peut être très confrontant. Il y a beaucoup de résistances qui se mettent en place à ce moment-là, et c'est tout à fait normal. Mais en tous les cas, cette première étape, les alchimistes appellent ça même de calcination, qui va permettre de décomposer la matière et de la libérer de ces scories, c'est-à-dire des choses, des déchets, des choses qu'on n'a plus besoin pour avancer, eh bien, ça va permettre de révéler dans la matière des principes plus lumineux et ça va nous permettre ensuite de pouvoir travailler là-dessus. Donc, voilà l'idée de l'œuvre au noir. Évidemment, ça implique un lâcher-prise, ça implique le fait de vraiment devoir lâcher prise et forcément de perdre un peu le contrôle, de faire l'épreuve du vide. Il y a toutes ces peurs qui vont renaître avec l'œuvre noire et puis aussi avec l'idée de dissolution de l'ego au sens où je dois mettre mon mental de côté. Je dois aller au-delà. Je dois vraiment aller chercher dans une matière qui va au-delà de moi.
Ça, c'est vraiment l'idée de l'œuvre noire. Voilà quelques images pour, je sais pas, à mon idée, comme ça, intuitivement, je me dis ça correspond à l'œuvre noire, de travailler en aveugle, de travailler sur ce qui nous occupe, ce qui nous habite inconsciemment, sans que l'organe du contrôle visuel, l'organe visuel qui est donc notre organe de contrôle par excellence, vienne juger. Donc, travail en aveugle favorise beaucoup cette étape-là. Et puis, tout ce qui est de travail de dissolution de la matière. Donc, vraiment, l'idée, c'est de dissoudre, d'aller dans le morcellement. Donc, voilà quelques images sur cette œuvre noire. La deuxième œuvre, dans le processus alchimique, s'appelle l'œuvre au blanc. Et en fait, l'œuvre au blanc, pour les alchimistes, sont une œuvre, enfin, c'est vraiment l'étape qu'ils appellent l'étape de purification de la matière. Donc, après ce moment de décomposition, l'alchimiste va purifier chaque élément décomposé. Porté à l'art-thérapie, l'œuvre au blanc s'assimilerait plutôt à un moment où on a posé les choses à plat et où on s'observe dans l'ici et maintenant après la phase d'expression. On a mis à l'extérieur ce qu'on avait en soi, on a déposé à plat. Du coup, on peut le voir parce qu'il y a une prise de distance qui est possible. Et ce moment où les choses sont posées à plat et où on est face à face avec ce qui vient de sortir est un peu un moment de l'œuvre au blanc, c'est-à-dire que il y a une prise de distance, on voit les choses, on les voit sereinement, elles sont là, il y a quelque chose de l'ordre d'une mise à plat qui nous permet de poser les choses. Le mental se pacifie aussi généralement un peu lors de cette étape-là. C'est-à-dire que maintenant qu'on a exprimé et qu'on peut voir, on peut commencer à travailler. On peut commencer un processus vraiment de transformation de ce qui est là. Donc, c'est un petit peu l'idée de l'œuvre au blanc. Poser les choses, purifier les pensées, pacifier le mental. Voilà, la phase d'expression, on peut y voir déjà les prémices de déconstruire pour mieux reconstruire. Donc voilà, c'est vraiment une épuration dans un but de résurrection, de relèvement, d'en faire quelque chose. J'ai oublié de dire aussi dans l'œuvre noire, on parle de matière première de l'œuvre noire, c'est intéressant de voir que si l'alchimiste allait chercher sa matière première au fin fond du pèlerinage de Compostelle et qui revenait avec ça pour ensuite pouvoir travailler dans son laboratoire, eh bien qu'en thérapie, en art-thérapie, la matière première, comme j'ai dit, c'est notre état actuel du mental, mais en fait, elle est aussi très assimilée à l'inconscient. Notre matière première, c'est évidemment toute la matière de notre inconscient. C'est vraiment le mystère de notre âme, c'est ça notre vraie matière première, c'est qui nous sommes en fait, qui nous sommes comme mystère, quel est ce mystère en nous, et on va aller chercher à explorer ce vrai mystère, vraiment cette vraie nature de la matière, cette vraie nature de notre inconscient, de qui nous sommes véritablement. Il y a une phrase qui est assez intéressante à ce sujet, c'est que l'alchimiste projette l'inconscient dans l'obscurité de la matière pour aller l'illuminer. Donc ça aussi, transposé à un niveau art thérapeutique, ça peut beaucoup nous parler. On va projeter l'inconscient dans l'obscurité de nos matières premières, de notre inconscient, on va les projeter pour pouvoir y mettre de la lumière. Donc voilà pour l'œuvre au blanc, deuxième étape, qui nous mène à la troisième étape, donc de grande œuvre alchimique, qui s'appelle l'œuvre rouge. Entre parenthèses, Jung s'est énormément intéressé aux liens entre psychologie et alchimie. Il a même écrit un livre qui s'appelle justement le livre rouge, en référence à tout ça, de la transmutation de l'œuvre rouge. L'œuvre rouge nous parle évidemment d'un état de réunification. On est complètement dans l'idée de résilience, même au-delà de sublimation. On est complètement dans la sublimation avec l'œuvre rouge. Les alchimistes nous parlent de mariage alchimique. Il y a des choses qui viennent se réunifier, qui sont complètement rédemptrices. Donc, on est vraiment au niveau de la sublimation grâce au réassemblage, à la réunification. Alors, réunification de quoi ? C'est justement là où enfin nos désirs et nos aspirations profondes peuvent prendre forme dans l'œuvre rouge. On a transmuté quelque chose qui fait que d'un seul coup, tout est possible et qu'on se réalise complètement à travers ça. Trouver la lumière dans la matière, trouver les forces de résilience et de sublimation, et forcément, ça mène à un retour vers l'unité, à un retour vers l'intégrité que nous sommes. Et là, on rejoint complètement à nouveau les concepts de Jung. Le soi, l'intégrité du soi, c'est vraiment dans ce moment de l'œuvre rouge de la sublimation. Donc, c'est vraiment avec cette œuvre rouge que commence un processus d'engagement dans l'action, où la personne redevient maître vraiment de son action, de sa vie,
et elle a dépassé des choses en elle qui lui permettent de reprendre le pouvoir. Cette fameuse pierre philosophale recherchée par les alchimistes étant comparable évidemment à l'accomplissement du soi de Jung. On peut faire le parallèle de l'être profond, de notre complétude en tant que qui on est. Donc voilà. Voilà une petite image aussi qui parle d'un processus un peu alchimique qui a abouti à ce qu'on pourrait voir comme l'œuvre rouge, en tous les cas dans l'idée d'un réassemblage, d'une réunification et de quelque chose qui nous a mené beaucoup plus loin. Donc c'est une image qui a été issue d'un processus art thérapeutique qui a duré très longtemps, où il y a eu beaucoup de déconstruction, de décomposition, de réunification, de redéconstruction, de recherche vraiment dans toutes ces étapes, parce qu'il faut savoir que c'est comme un rocher, l'érosion d'un rocher. Il ne faut pas faire les étapes qu'une seule fois avant d'arriver à une vraie transformation. Parfois, il faut repasser plusieurs fois par la même étape, à l'image d'une pierre qui va s'éroder jusqu'à trouver le diamant à l'intérieur. Donc, en fait, ce processus-là, c'est là où on en est arrivé. Et c'est une recomposition de plein d'étapes différentes. Et ça pourrait être comparé à un élément, à ce qui se passe dans l'œuvre rouge. C'est-à-dire que le processus s'est arrêté là et qu'il y a vraiment eu pour la personne une réunification de plein de choses et une libération en même temps. Alors, si vous suivez toujours, on va passer à la troisième étape. La troisième étape, la troisième partie de cette conférence, je vais essayer de vous exposer de manière un peu plus concrète comment la matière, dans une séance d'art-thérapie, comment la matière peut réellement nous guider. Comment les secrets de la matière peuvent vraiment nous donner un pouvoir transformateur. Quel est vraiment ce pouvoir transformateur ? Comment le mettre en action? Parce que tout ça, c'est des grandes pensées philosophiques, mystiques, assez bien. Mais dans le concret, quand on est vraiment en séance, comment ça se passe? Quand on veut vraiment se transformer par l'art-thérapie, comment ça se passe? J'ai vraiment essayé de mettre ça en exergue à travers des expériences personnelles, professionnelles, etc., que j'ai fait au fil de toutes ces années. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en forme dans cet exposé et que je vais vous partager. Donc déjà, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a un présupposé en alchimie qui me parle, moi, personnellement, énormément quand il s'agit d'art-thérapie. En fait, les alchimistes disent, et c'est un présupposé, on ne va pas rentrer dans le débat parce que c'est aussi assez philosophique, mais ils disent qu'il y a une interaction entre la personne qui expérimente et la matière. Et il n'y a pas seulement une interaction dans un sens, évidemment, c'est dans les deux sens. C'est pas seulement la personne a un pouvoir sur la matière, ça c'est clair, mais la matière a un pouvoir sur nous. Donc ce présupposé se résume en une phrase qui est très alchimiste en soi, puisqu'on est dans le langage qu'ils appellent le langage des oiseaux. Donc je vais pas exposer ici qu'est-ce que c'est. Le langage des oiseaux, c'est en fait l'homophonie sert le propos, mais bon, je vous invite vraiment à aller rechercher ça de votre côté si vous voulez approfondir et si vous ne savez pas ce que c'est que le langage des oiseaux. Mais par exemple, là, vous avez un petit exemple. Si la magie dans la matière, eh bien la matière agit aussi en nous. Donc c'est ce que je viens de vous dire, il y a une interférence entre l'expérimentateur et la matière. Avec le jeu de mots, c'est typiquement le langage des oiseaux, la magie, c'est notre âme qui agit, et la matière, c'est l'âme atière, puisqu'il y a toute une théorie en alchimie sur le 3 et sur l'âme atière. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais donc voilà, ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il y a vraiment une interaction entre la personne qui expérimente et la matière, et que si notre âme, elle agit dans la matière, eh bien, la même matière agit aussi en nous. Il y a vraiment comme un esprit dans la matière avec lequel on est connecté, en quelque sorte. Donc ça, c'est un présupposé, c'est un postulat en alchimie. Mais ce postulat est très intéressant dans notre propos du pouvoir transformateur de la matière en art-thérapie. C'est comme si la psyché de la personne qui est en action est intimement liée à l'œuvre et que quelque part, ce qui va se passer dans la matière dépend de comment nous on se sent et de ce qu'on va y projeter et de notre attitude mentale, en fait. D'accord? C'est ça que ça veut dire, ce présupposé, ce postulat. Alors, cela nous amène bien sûr à toute une série de faits, de réflexions. Ah, mais si la matière a un pouvoir sur nous, aussi bien qu'on a un pouvoir sur elle, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que toutes les pistes de réflexion que ça vient ouvrir, si on veut comprendre comment la matière peut nous transformer,
il y a toute une série de faits, du coup, qui peuvent découler de ça. Alors, par exemple, que l'expérimentateur influence l'expérience, ça veut dire ça. Deux personnes qui font exactement la même expérience, hein, comme on prend l'exemple de la cuisine, deux personnes qui font exactement le même plat, qui suivent exactement les mêmes recettes, vont faire des plats qui vont avoir des goûts différents, qui vont avoir une énergie différente, parce que l'expérimentateur influence l'expérience de par son état intérieur. Il y a vraiment une relation entre l'œuvre et la personne. Il y a de l'information qui circule entre nous et la matière. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi que l'expérimentateur et la matière sont des vases communicants. Très intéressant comme image. Quand on imagine, c'est ça qui se passe en fait quand on est à l'œuvre en art-thérapie. Et finalement, c'est ce qui nous amène à parler de dialogue avec la matière. Et ça, c'est très important. Quand vous avez traversé un processus créatif, vous revenez à un moment de conscientisation. Et moi, c'est ce que je dis à mes participants. Maintenant, vous entrez en dialogue avec votre image. Vous commencez à l'écouter et à lui parler. Donc, on rentre en dialogue avec la matière parce qu'il y a ce postulat d'interaction entre soi et l'œuvre, entre soi et la matière. J'agis sur la matière, mais la matière agit aussi en moi. Ce qui est dans la matière est en moi. Ce qui est en moi est dans la matière. D'accord? Donc ça, c'est typiquement des présupposés alchimiques. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Ça renvoie beaucoup à ça. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment des pistes de réflexion qui vont vous amener à vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire de se transformer à travers la matière et de se laisser guider par elle, avec son intelligence propre. Donc voilà quelques images qui vont peut-être faire résonance, justement, puisqu'on est dans un langage symbolique de résonance. Donc tout ce que je vous dis là, je ne vous demande pas du tout de le comprendre d'une manière rationnelle. Enfin, c'est essayer autant que possible d'éviter. Mais par contre, de le comprendre d'une manière non rationnelle. Laisser résonner les choses, ça veut dire laisser-les interférer, laisser vibrer d'autres niveaux de compréhension en vous pour voir comment ça vient résonner, sans chercher forcément à comprendre d'une manière rationnelle et logique. Cette image-là, c'est en fait une image issue d'un projet également au Maroc, dans une école. C'était pas une école d'art-thérapie, c'était une école spécialisée dans les arts du théâtre et de la performance. Et en fait, j'étais intervenante là-bas, il y a longtemps maintenant. Et en fait, j'ai mené avec les étudiants vraiment une recherche performative avec la matière. Donc, c'est des images qui sont issues de ces recherches-là et qui illustrent bien notre propos d'interaction entre soi et la matière et de comment la matière agit aussi vraiment en nous. Donc ça, c'est une étudiante qui est allée vraiment loin dans cette recherche avec la matière et c'était très puissant. Donc, j'ai pensé vous partager ces images-là. Et alors, il y a évidemment cette idée d'interaction entre soi et la matière. Jung a beaucoup réfléchi dessus, hein, parce que, comme j'ai dit, Jung était un grand passionné d'alchimie. Il a écrit beaucoup sur psychologie et alchimie, qui est un de ses plus grands livres aussi. Et Jung a une théorie pour nous expliquer comment c'est possible que la matière agisse en nous. Et comment c'est possible qu'on ait une influence sur ce que la matière va devenir. Et la théorie de Jung, c'est qu'en fait, c'est lié à des projections. C'est vraiment un art de la projection. Jung nous dit c'est avant tout la projection de l'inconscient dans la matière. C'est ça qui fait que la matière va évoluer d'une manière qui nous échappe et qui nous guide à la fois. Et c'est vraiment ça l'esprit de la matière, c'est que nous, on va aller projeter cet esprit-là dans notre inconscient. On va aller projeter notre inconscient dans la matière pour la rendre vivante, en fait, et créer ce lien d'interaction entre elle et nous. Et Jung nous dit que cette projection de l'inconscient dans la matière, c'est vraiment au même titre que l'alchimiste projetait également son inconscient dans l'obscurité de la matière pour l'illuminer. C'était le même processus. Et en fait, c'est exactement ça qui se passe aussi en art-thérapie. Dans la matière créative, on va aller projeter des éléments de son inconscient. Donc en fait, ce qu'on voit dans la matière, ce qu'on croit y reconnaître, c'est avant tout des données de notre propre inconscient qu'on a projeté en elle. Donc ça, c'est un peu l'explication de Jung. La projection, l'idée de projection a beaucoup à voir dans le fait que la matière interfère avec l'expérimentateur, qui a vraiment une interaction entre les deux. Et puis, il y a autre chose qui retient notre attention aussi, c'est la puissance de l'imagination active, le pouvoir de l'imagination active. Et en fait, cette idée d'imagination active, ça semble être une clé dans la compréhension de ce phénomène. C'est comme notre pouvoir imaginatif
dans l'esprit humain, la force de l'imagination, c'est comme une sorte de puissance magique, j'ai bien dit magique, qui est capable de transformer jusqu'à la matière elle-même. D'accord? Et bien sûr, comme par hasard, elle ne peut être suggérée que par le symbole. L'imagination active ne peut être mise en action dans la matière que par le symbole. Donc rappelez-vous tout ce qu'on a dit avant, ça commence à faire sens. D'accord? Donc le rôle de l'imagination active, c'est vraiment, les alchimistes la voient comme une sorte de puissance même physique qui est vraiment insérée dans le cycle des transformations de la matière, qui a vraiment sa place, qui est une sorte de rouage. Les alchimistes appellent ça l'imaginatio, le fait d'imaginer est aussi une activité physique, vraiment. Donc c'est une activité psychique et physique. Et de cette façon, l'alchimiste était vraiment directement en rapport avec la substance même qu'il essayait de transformer par le pouvoir de son imagination. Donc l'imagination est donc en fait un extrait concentré de force vivante, aussi bien physique que psychique. Donc là, à nouveau, ça nous ouvre plein de portes de penser comme ça, parce qu'on se dit, bah oui, évidemment, dans un processus créatif, créateur, l'imagination est très présente. Quand on est confronté à son image, qu'on rentre en dialogue, qu'on lance des pistes d'interprétation, etc., notre imagination est très activée. Donc c'est intéressant de faire ces liens-là, de se dire, ah mais tiens, cette imagination active est une vraie puissance magique, en fait, qui peut vraiment amener jusqu'à une transformation de la matière. Voilà, donc ça, je laisse ces portes-là ouvertes, c'est des pistes de réflexion, en tout cas intéressant pour comprendre ce qui se passe. Voilà une autre image de projection de l'inconscient dans la matière, de comment je vais venir transformer cette première surface pour rentrer à l'intérieur et à mon tour me laisser transformer moi-même. C'est l'image d'une performance que j'ai faite il y a des années. Voilà, alors la deuxième partie de ce troisième chapitre, donc comment la matière peut-elle nous guider, les secrets de la matière et notre pouvoir transformateur, eh bien la deuxième partie est orientée plus sur le vrai moteur de transformation. Donc le vrai moteur de transformation, qu'est-ce qu'il est concrètement dans une séance d'art-thérapie et comment on peut le favoriser ou voilà, comment on peut aider à sa mise en marche. Alors il y a quelques amorces et des conditions à respecter. À nouveau, selon mon expérience, déjà, c'est important de faire la différence entre expression et transformation. On en a déjà dit 2 mots, mais en tout cas, la phase d'expression n'est pas une phase de transformation. D'accord? La phase d'expression est la première phase d'un processus créateur et elle est destinée, comme on a dit dans l'œuvre au blanc, à mettre à distance. J'exprime, je peux mettre à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et du coup, cette prise de distance me permet déjà de voir. Ça, c'est la toute première étape indispensable dans tout processus de transformation. Première étape, je mets à distance de moi-même. Donc ça, c'est la phase d'expression. Je réalise mon image, le premier jet, la première chose qui vient. Je réalise l'image, je m'exprime. Par contre, la phase de transformation, c'est qu'une fois que l'image, que quelque chose est à voir, a été expulsée, exprimée, eh bien, la deuxième phase de la transformation consiste à rentrer à l'intérieur, à traverser ce miroir, puisque vous savez que toute image en art-thérapie est un miroir quelque part. Donc, cette traversée du miroir, c'est là où commence le processus de la transformation et c'est là où commence le vrai rôle de la matière, qui va vraiment devenir notre guide. D'accord? Donc ça, c'est important déjà à comprendre comme condition pour amorcer une transformation. Je dirais même, en fait, le juste mot, c'est la transmutation. On est vraiment dans des processus de transmutation qui va bien au-delà de la transformation. Alors, il y a des conditions qui sont propices à l'activation de ce pouvoir transformateur. Déjà, la personne doit être évidemment dans un état où elle est capable de se laisser pénétrer par la matière, par tout ce qui va se passer dans la matière. C'est-à-dire, évidemment, le moins de blocage possible, le moins de résistance possible, le moins de mécanismes de défense, le mieux c'est, puisque l'état intérieur, mental, mais aussi inconscient, va être disponible pour qu'une transformation puisse avoir lieu. Autre chose, c'est une capacité à se projeter et à projeter. D'accord? Une capacité à projeter et aussi à se projeter soi-même dans la matière. Donc ça va favoriser des processus de transformation. Une capacité à écouter la matière. Où est-ce qu'elle veut m'emmener? Ce n'est plus moi qui la guide, en fait, c'est elle qui me guide. Donc comment ça se ressent? Comment je me laisse aller dans ce processus-là?
comment je m'identifie à elle, comment j'identifie mes émotions à la matière et comment je vais suivre les étapes de transformation qu'elle me propose. Ça oblige pour le mental à suivre tout un processus d'inversion qui n'est pas simple du tout pour le mental. Le mental est complètement flippé dans ces situations-là parce qu'il doit inverser tous ses repères. Il doit penser les choses complètement différemment. Il perd le contrôle un peu quelque part. Donc ça, c'est tout sauf ce que veut notre mental. Donc forcément, il peut y avoir des résistances à ce moment-là, mais si on en est conscient, déjà, ça aide. Autre chose qui aide à rentrer dans ce processus de matière et à se laisser guider par elle, c'est le pouvoir de l'intention. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi d'assez puissant. Avoir une intention consciente avant de commencer un processus de transformation et consciemment déposer cette intention dans la matière. Ça va aider pour l'énergie de ce qui va se passer. Donc l'intention, le pouvoir de nos intentions. Vous connaissez certainement aussi le pouvoir de nos pensées. C'est un peu pareil, sauf que là, intentionnellement, on va aller le mettre dans la matière qu'on est en train de travailler. Et puis évidemment, être disponible et ouvert intérieurement, comme j'ai dit au début. Ça demande un lâcher-prise, ça demande un oser, s'aventurer avec la matière. Ça demande beaucoup de lâcher-prise sur le plan du mental et ça, c'est vraiment pas simple. Surtout pour les personnes qui sont très contrôlantes, pour les personnes qui sont très dans le mental, ça va demander un travail. Mais c'est ça le chemin. D'accord ? Donc voilà quelques conditions propices qui vont vous aider à atteindre un état vraiment transformateur. Petit aparté, n'oubliez pas que si toute transformation est créative et créatrice, toute création n'est pas forcément transformatrice. D'accord? Donc voilà, petite nouvelle piste de réflexion. C'est pas parce qu'il y a une création qu'il y a forcément eu transformation. Par contre, s'il y a eu transformation et qu'il y a eu un réel processus transformateur à l'issue d'un travail, eh bien, ce qui va en ressortir va être par essence créatif. Donc voilà, c'est juste une petite réflexion un peu plus philosophique à côté de ça. Alors, autre chose, il y a 3 ou 4 points qui peuvent aussi vraiment vous aider à favoriser des processus transformateurs dans la matière. D'abord, toute créativité est un art de la déconstruction. Hein, si on ne déconstruit pas, comme on a bien vu avec l'œuvre noire, etc., si on ne déconstruit pas, on ne rentrera jamais vraiment dans les profondeurs de sa créativité. Ça, c'est ce que je pense subjectivement et c'est ce que je répète à longueur de journée avec mes participants et j'ai pu le voir et le vérifier de multiples fois. Si on ne passe pas par une phase de déconstruction, on n'atteint jamais les niveaux plus profonds. Donc la créativité est avant tout l'art de la déconstruction. Déconstruction de quoi ? Évidemment, des croyances, des habitudes acquises, des conditionnements, de tout ce qui nous limite. On doit être amené à déconstruire ça, des images de nous-mêmes. Hein, le plus dur à déconstruire, la fameuse persona de Jung. Donc, pour se mettre en action, il faut déjà pouvoir oser faire autrement. Déjà, ce pas de j'ose aller vers quelque chose qui est inconfortable, eh bien, c'est le tout premier pas pour se reconnecter à son pouvoir créateur. L'individu doit reconnaître a priori qu'il possède en lui déjà toutes les ressources nécessaires pour oser faire autrement. Donc déjà, il faut qu'il y ait une confiance de base. J'ai déjà tout en moi. Je ne sais pas où, ni comment, ni quoi. C'est pas grave. Il y a une conviction de base, de confiance. J'ai déjà tout en moi. Donc, j'ose faire autrement. J'ose franchir les frontières. Deuxième point, donc l'art de déconstruire. Autre chose, évidemment, ça implique aller vers l'inconnu. C'est un petit peu ce que j'ai déjà dit maintenant. Hein. Oser prendre des risques. Oser sortir de sa zone de confort. C'est obligatoire pour entrer dans un processus transformateur et créatif. C'est incontournable. Le processus créatif exige l'exploration de l'inconnu, le sens du risque, le besoin de s'aventurer à l'intérieur de soi, dans notre caverne intérieure. À nouveau, c'est l'œuvre noire, c'est cette étape-là qui est vraiment transformatrice. Et donc, comme seule lumière, eh bien, on aura cette confiance qu'on a en nous, en la vie, et puis cette confiance qu'on contient déjà tout, en fait, mais sans plus avoir rien à quoi se raccrocher. Donc, la seule lumière, c'est aussi notre intuition, nos ressentis. D'accord ? Donc, explorer sa créativité, ça exige vraiment de faire face à des sentiments d'insécurité, d'inconfort, de sortir des normes, sortir des cadres, affronter l'inconnu et s'éloigner de ses repères. Autant vous dire que c'est absolument tout, sauf ce que veut notre mental.
Donc, c'est pour ça que c'est un vrai travail de travailler sur soi, de faire une psychothérapie, de faire une séance d'art-thérapie. C'est pas juste une petite séance de créativité où on s'amuse bien. C'est un vrai, vrai travail qui demande un énorme courage. Pour ces raisons-là. Autre chose, la capacité à échouer, la capacité à se perdre, la capacité, j'ai bien dit, à faire des erreurs, ce sont des moteurs à la création. Donc ça aussi, c'est très important pour comprendre le pouvoir transformateur de la matière. C'est tant que on sera dans la logique, oh, il faut surtout pas que je me trompe, il faut surtout pas que je fasse des tâches, il faut surtout pas que je salisse parce que c'est interdit, et zut, j'ai fait une erreur, et là j'ai raté et je suis nulle, et bien que ça ne vous fera jamais rentrer dans un processus transformateur parce que vous êtes encore dans des carcans intérieurs, dans une vision dualiste, dans une vision de jugement, etc., qui va complètement vous empêcher de vous dépasser vous-même. Donc le but, c'est laissez-vous surprendre par l'inattendu. Laissez-vous surprendre par toutes les erreurs et les échecs que vous pouviez faire. Il n'y a rien de plus créatif qu'une erreur ou qu'un échec. Les erreurs sont toujours des chances à explorer, sont toujours des opportunités magnifiques pour la créativité. Donc quand vous êtes dans un cadre de créativité, de langage non verbal et d'approche symbolique des problèmes, autorisez-vous s'il vous plaît à faire des erreurs, autorisez-vous les ratages, autorisez-vous les échecs, etc. Parce que c'est ça qui vont vraiment vous ouvrir les portes sur votre créativité. Les erreurs portent souvent en elles des tremplins vers des solutions nouvelles. Et ça, j'ai pu le voir des centaines de fois. Donc surtout, si j'ai un conseil à vous donner, n'ayez surtout pas peur de tout ce qui vient vous mettre en déroute lors des processus créateurs, lors de vos aventures avec la matière. N'ayez surtout pas peur de tout ce qui peut vous manquer. Ça fait partie aussi des échecs, des erreurs, de choses qui nous manquent. Ah non, mais là, j'ai raté parce que j'avais pas le bon outil, j'avais pas la bonne couleur. Non, non, non. C'est que tout devait être comme ça et qu'il faut utiliser ce qui manque, justement. La créativité est toujours stimulée par ce qui nous manque. Tout ce qui fait défaut, tout ce qui fait tâche. Explorez ces endroits-là. Parce que c'est par là que votre créativité pourra s'exprimer et c'est surtout par là que vous allez donner le pouvoir à la matière de vous guider. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ça. Eh bien, on en est déjà à la conclusion de toutes ces réflexions-là. Donc, j'ai essayé d'ouvrir plein de portes qui sont censées continuer à faire leur chemin en vous. Je ne donne pas des réponses à tout parce que je suis aussi moi-même en recherche par rapport à toutes ces thématiques, mais j'espère que ça vous a quand même éclairé sur certaines choses, en tous les cas rendu curieux, rendu d'aller chercher plus loin, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, et puis surtout rendu plus conscient de ce qui se passe dans vos séances ou dans vos expérimentations avec l'art-thérapie. Alors en conclusion, évidemment, on est dans la transmutation. L'idée, c'est d'aller vers un dépassement pour une intégration, ou plutôt une réintégration, parce que tout est déjà là. Il y a dans la matière une vérité qui accomplit des miracles. Alors là, je vais vous lire quelque chose qu'un alchimiste qui s'appelle Dorneus, un alchimiste belge du XVIe siècle a dit, et je trouve que ça fait bien résonance avec tout ce qu'on vient de dire. Il nous dit qu'il y a dans la matière une vérité qui a et dont l'essence est de ne nécessiter, car elle est un médicament en soi. Le pouvoir de guérison qu'a chacun de nous. Et il nous dit ensuite, de pierre morte, transformez-vous en pierre philosophale vivante. Donc ça dit bien ce que ça dit. Et ça dit surtout qu'on a déjà tout en nous. Notre pouvoir créateur, notre pouvoir de guérison, en fait, notre inconscience est un savoir absolu qui contient tout. Le soi dont parle Jung est une entité qui contient tout et que nous sommes. Il s'agit de retrouver le chemin vers elle, d'aller reconnecter avec ce potentiel-là. Et la matière peut nous y guider. C'est vraiment ça le sujet. C'est faire confiance à cette matière qui nous guide vers ça, qui nous reguide vers ça. Alors, je voudrais terminer par deux citations, en fait, qui, moi, m'ont beaucoup imprégné dans mes approches de l'art-thérapie et que je voudrais partager avec vous. Alors, la première, c'est une citation de Dominique Charrière, qui a écrit un livre totalement magnifique sur l'ombre, qui s'appelle « Les rêves et l'ombre ». Et elle nous dit « La noirceur qui nous est léguée en héritage est de l'or en puissance. Tout est dans l'art de sa transmutation. » Donc, on est complètement dans ce qu'on vient de dire sur l'alchimie avec l'œuvre noire, la noirceur qui nous est léguée en héritage, c'est en fait de l'or en puissance. Bien sûr, une autre définition de l'alchimie, c'est transmuter la noirceur en or. Tout est dans l'art et la manière de sa transmutation. Donc, c'est là où vous avez le pouvoir.
Je voudrais juste faire un petit aparté en vous disant que, évidemment, le fait d'écouter sa voix intérieure, qu'on peut appeler aussi comme ses guides intérieurs, peut vous aider beaucoup sur ce chemin-là. Hein. Faites confiance à vos voix profondes, faites confiance à ces guides intérieurs qui nous habitent tous, parce qu'eux, ils nous relient aussi à cette matière-là. Donc, faites taire le mental et suivez d'autres voies, d'autres chemins qui se dessinent en vous. Écoutez ses rêves, s'ouvrir à des dimensions intérieures profondes, c'est entrer en dialogue avec son âme. Tout ça peut faire évoluer votre conscience. Et en retour, vous allez avoir des signes. C'est ça qui est juste magique, c'est que quand on est sur ces chemins-là, le réel nous donne des signes en retour, tout le temps en fait. On a des synchronicités, on a des opportunités, on a d'un seul coup, tiens, comme par hasard, des choses qui se passent, ça vient coïncider avec des choses qui se passent justement en nous-mêmes et ça va se passer à l'extérieur et il y a des liens qui se font et on se dit, ah, mais ça c'est un signe, mais ça c'est une coïncidence, mais ça c'est un hasard. Non, en fait, c'est tout ce que le réel vous envoie en retour pour vous dire qu'on est sur le bon chemin, pour nous créer des interférences, pour nous confirmer que qu'on est en transformation. Ce sont des outils de compréhension qui nous apportent l'aide nécessaire. On peut les appeler nos guides intérieurs aussi. Hein. Alors, une autre phrase qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup guidée, c'est une phrase de Marianne Williamson qui a été prononcée pendant le discours de Nelson Mandela. Et qui nous dit « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous soyons nuls, que nous ne sachions pas faire, toutes ces peurs ancestrales qui nous habitent, que nous ne soyons pas aimés. Hein, et la première peur la plus ancestrale, toutes les autres peurs viennent de là, à mon avis, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être vu, la peur de ne pas être entendu, la peur de ne pas exister. Donc, toutes ces peurs les plus profondes ne sont pas cela. En fait, notre peur la plus profonde, c'est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie en fait le plus. D'accord? Donc cette phrase-là, moi personnellement, elle m'a ouvert énormément de portes et de manières de penser, de manières de se voir soi-même aussi et de voir les autres. Quand on accompagne quelqu'un en thérapie et si on est habité par ce genre de réflexion, eh bien, ça change tout la guidance, ça change toute l'art et la manière d'accompagner, parce que vous allez y mettre cette énergie-là en plus, avec ces nouvelles croyances, avec ces nouvelles convictions. Et quand vous avez ces énergies-là dans votre manière de guider quelqu'un, ça change tout. Donc, je vous incite, je vous invite vraiment à vous imprégner de ces énergies véhiculées par ces nouveaux modes de pensée, en fait, hein, qui sont très puissants dans ces deux citations, par exemple. Et bien sûr, je voudrais aussi finir par cette phrase, bien qu'en fait, tout processus de transformation qu'on vit en thérapie ou même sur le plan artistique, hein, tout processus de transformation en soi représente une libération. Vous vous transformez, ça veut dire vous vous libérez. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une reprise de pouvoir. Pour moi, tout processus créateur de transformation représente, est par essence une reprise de pouvoir. Et je voudrais vraiment finir sur ça parce que ce mot m'est extrêmement précieux. Je pense qu'on est dans une époque en général où il est temps qu'on reprenne tous le pouvoir sur notre créativité, sur notre puissance créatrice pour changer les choses. Il est temps qu'on se reconnecte tous en tant qu'êtres multidimensionnels et créateurs, mais vraiment au plus profond de nous-mêmes, pour amener un système vers une évolution qui correspondra plus à l'humanité que ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, c'est pour ça que voilà, je voulais juste finir sur cette idée-là. Nous sommes tous responsables, nous sommes tous concernés par cette reprise de pouvoir et il n'en tient qu'à nous. Voilà. Quelques images maintenant sur tout ce qu'on vient de dire maintenant. Donc, voilà, c'est un peu des images dans la suite du propos, du processus de transformation dans la matière avec différentes étapes. Vous voyez qu'on rentre vraiment dans les matières, on rentre dans le papier, dans ce que les matières viennent nous dire, dans des superpositions, dans des travaux parfois de fouilles archéologiques dans la matière. Voilà. C'est surtout de la peinture que vous utilisez, du papier. Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'images sur d'argile ou autre, mais non, on utilise beaucoup aussi la terre. Principalement, parfois aussi le sable, le jeu de sable, etc. Mais la terre et l'argile, on l'utilise, il n'y a pas vraiment d'image là-dessus. Mais évidemment que la terre est un élément transformateur en soi extrêmement puissant par rapport,
Il y a plusieurs médiums qui amènent vraiment à des transformations. Tout ce qui est peinture en tant que matière, enfin, favoriser une transformation plus facilement qu'un dessin au crayon. Mais en fait, à partir du moment où on est dans le non-verbal et dans une approche symbolique, de toute façon, il y a quelque chose d'un ordre transformateur qui va se mettre en place. Mais bien sûr que la Terre est un médium archi puissant pour la transformation, puisqu'elle nous renvoie à la Terre originelle. Enfin, c'est extrêmement puissant, la symbolique de la Terre. Donc voilà. Voilà. Merci Et puis pour beaucoup. finir, juste des liens, voilà, si ça vous intéresse, d'aller voir un peu nos sites internet du Vortex. Alors, c'est ça, on va mettre tous les liens en dessous de la conférence et puis aussi sur le site web. Si vous voulez en savoir plus, il y a des vidéos, le site web de Vortex, les pages Facebook et tout. Merci beaucoup, beaucoup pour cette présentation. Vraiment, j'ai trouvé ça très inspirant. Le côté... j'aimais bien aussi, on parle souvent de créativité, de processus créateur, mais là, tu as vraiment mis en phase aussi sur le côté déconstruire, détruire, défaire ou dissoudre de l'alchimie qui est aussi extrêmement important, extrêmement nécessaire dans une dynamique de retransformer et transformer les choses, ou établir un changement en thérapie ou un changement dans la psyché. Il y a vraiment la contrepartie de la création, c'est aussi la destruction finalement. Absolument. Donc ça c'est quelque chose que je trouve important. Voilà, et c'est vraiment ça qui se passe dans un processus créateur, transformateur, c'est destruction, reconstruction, déconstruction, reconstruction à chaque fois, et c'est comme ça qu'on se transforme en fait. Donc il faut surtout pas avoir peur de justement des connotations qui peuvent parfois être plus négatives sur le fait de détruire quelque chose. Non, on l'amène juste dans un autre état parce qu'on suit le fil d'un processus de transformation. Donc il n'y a jamais aucune destruction, il n'y a que transformation. Ça, c'est une phrase aussi qui peut beaucoup aider dans des séances d'art-thérapie où la personne a tellement peur de tout ce qui est destruction. Oh zut, j'ai fait un trou, etc. Non, c'est la matière qui t'emmène ailleurs. Saisis l'occasion, saisis la chance d'une transformation à partir de là. Là, c'est vrai que c'est très important de comprendre ça comme ça.